Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, ceux qui militent pour la protection des animaux ne devraient surtout pas regarder cette scène. Lorsque l'on désire fortement une chose, on doit l'acheter, et pour cela, il faut de l'argent. Il disait aussi que même pour vendre quelque chose, il faut souvent payer de sa personne. Je n'ai compris que bien plus tard ce que voulait dire cette métaphore. Vous êtes prêts? C'est parti pour The Blade. Alors, The Blade est un film d'action hongkongais sorti en 1995 et réalisé par Tsui Hark. Né en 1950 à Cholon, dans l'état du Vietnam, Tsui Man Kong de son vrai nom est clairement considéré comme la figure dominante de la nouvelle vague hongkongaise qui a émergé au début des années 80. Il part ensuite aux États-Unis pour étudier le cinéma et après avoir été impressionné par l'utilisation des effets spéciaux, décide de revenir dans son pays natal pour devenir réalisateur tout en essayant de pousser plus loin les techniques cinématographiques et aussi dépoussiérer les multiples genres propres au cinéma hongkongais. C'est ainsi que sort en 1979 Butterfly Murders, film d'arts martiaux redynamisant les codes du Wuxapian par les diverses influences parfaitement digérées du cinéaste à travers le western, le comic book ou encore les productions de la Shaw Brothers. Malheureusement, peut-être trop en avance sur son temps, Butterfly Murders a eu un succès critique, mais pas commercial, le public n'étant pas habitué à ce type de production. Qu'à cela ne tienne, Tsui Hark s'en moque et continuera sur sa lancée avec Histoire de cannibale, L'enfer des armes, mais surtout un film très personnel, mais qui en parallèle symbolise tout le cinéma hongkongais de l'époque par sa créativité, Zou, les guerriers de la montagne magique. Narrant la lutte entre les hommes et les dieux à travers une structure complexe et une intensité rythmique rarement vue à l'écran, le film ayant été le plus gros budget hongkongais à l'époque, permet au cinéaste de mettre en avant toute la mythologie chinoise à travers des visuels innovants et créatifs en travaillant avec ILM, la mythique société de George Lucas. Mais comme Butterfly Murders, le public ne suit pas à sa vision, ce qui lui fait très mal car étant un projet très personnel qui lui tenait vraiment à cœur dans le but de concurrencer les Américains en termes de divertissement. Dès lors, les années 80 vont être très difficiles pour le cinéaste, enchaînant les films commerciaux comme Shanghai Blues, Le Syndicat du Crime 3 ou encore Swordsman en collaboration avec d'autres réalisateurs. Mais le début des années 80 vont le remettre sur le devant de la scène avec la création d'une nouvelle saga culte du cinéma hongkongais, Il était une fois en Chine. Racontant l'histoire de la figure emblématique de la Chine populaire Wong Fei-hung, la saga qui compte 6 films dont 4 réalisés par Tsui Hark s'impose comme l'une des fresques cinématographiques les plus importantes du cinéma hongkongais et fit en même temps de Jet Li une star internationale. Puis contre toute attente, Jean-Claude Van Damme, étant au top aux États-Unis après les succès de Universal Soldier, Time Cop ou encore Street Fighter, décide de ramener Tsui Hark pour pouvoir tourner avec lui. Malheureusement, sa façon de tourner n'étant pas en accord avec la vision hollywoodienne, Double Team et Piège à Hong Kong, ces deux films américains se solderont par des échecs et Tsui Hark, déçu de l'expérience, retournera et restera pour de bon dans son pays. Et depuis 20 ans, Tsui Hark enchaîne les chefs-d'œuvre à l'appel, imposant encore plus sa patte sur le divertissement asiatique comme Tam and Tide, la séquelle de Zou avec la légende de Zou, Seven Swords, la bataille de la montagne du tigre ou encore la jouissive saga des détectives dits qui est un pur plaisir à regarder. Après plus de 40 ans de carrière, Tsui Hark poursuit sa quête de cinéma en mouvement en explorant diverses thématiques narratives et visuelles pour ainsi faire évoluer son esthétique vers des sentiers cinématographiques toujours plus originaux et jamais vus à l'écran. Moi personnellement, j'appelle ça la grande classe. Mais retour en arrière au milieu des années 90, avant de partir aux États-Unis avec le résultat que l'on connaît, on propose au cinéaste un dernier challenge en remettant au goût du jour l'histoire du sabre à manchot avec The Blade. Mais avant de parler du film, un petit cours d'histoire s'impose car The Blade n'est pas la première itération à l'écran de cette célèbre figure légendaire. Beau parleur, c'est à toi. Le One Armed Swordsman, donc le sabre à manchot qui est apparu pour la première fois en 1967 dans le film de Shang-Chi de One Armed Swordsman et qui en français s'appelait Un seul bras les tue à tous. Pour une fois qu'il y a un titre français qui est vachement cool, on va en profiter. Le film fut un tel succès à Hong Kong que forcément une suite fut envisagée, une suite beaucoup plus comic book, plus d'action, plus de combat, alors que le premier c'est du combat et du drame. Et il y eut un troisième film à cette trilogie qui s'appelle The New One Armed Swordsman, où cette fois-ci Jimmy Wang Yu était remplacé par l'acteur David Chiang. Jimmy Wang Yu ayant rejoint la Golden Harvest, le studio concurrent de la Shaw Brothers qui faisait les One Armed Swordsman, ceux-ci pour se venger décidèrent de faire un remake avec un autre acteur de ce film culte. Pour la petite histoire, le sabre manchot n'est pas originaire de Chine, mais en fait du Japon, puisque au Japon on trouve un personnage qui s'appelle Tange Sazen, qui en plus d'avoir un bras en moins, a aussi
un œil crevé. Je rappelle quand même que les déformations physiques sont un sujet tabou au Japon. Le personnage a été adapté maintes et maintes fois au cinéma et on le trouve entre autres en DVD chez nous, chez l'éditeur HK Video dans le film d'Hideo Gosha, Samouraï sans honneur. L'histoire se passe dans la Chine du Moyen-Âge. On suit Dingon et Tête d'Acier, deux forgerons qui un jour découvrent un moine dont le corps a été meurtri par des bandits. Décidé à le venger, Tête d'Acier fut puni par son maître car Dingon l'avait prévenu. Désigné comme successeur de la forge, ce qui créera des tensions dans l'entreprise, Dingon décide de partir à la recherche de Fei Long, l'assassin de son père, mais en sauvant la femme qu'il aime sur ligne de bandit, celui-ci perd son bras durant la bataille. Voulant se venger, Dingon va s'entraîner pour développer une nouvelle technique de combat et ainsi tuer Fei Long. À travers une histoire de vengeance, Tsuark déconstruit le mythe pour élaborer un ultime barreau d'honneur croisant tout ce qui fait son cinéma, tout en expérimentant de nouvelles formes de mise en scène pour proposer le film ultime du Wuxapian. Car si The Blade est une œuvre fondatrice révolutionnant la congénité hongkongaise à travers un culte totalement mérité, cette montagne russe de nouvelles approches cinématographiques aura été l'objet de tous les dangers pour Tsuark. Tournage chaotique pour le cinéaste, la vision inédite du réalisateur nécessitant une logistique ardue et une mise en image plus longue que prévu, laissant place à l'improvisation sur la création de certaines scènes, car après avoir brillamment revisité le mythe de Wong Fei-hung, le génie décide de s'atteler à une autre référence absolue du cinéma chinois, le sabreur manchot, tout en y détournant les codes du film de sabre avec une rage subversive dont seul lui a le secret. Et c'est en cela que The Blade se présente comme une œuvre singulière de son auteur, celui-ci ayant toujours cherché à créer des hybridations entre les récits et légendes chinoises avec les techniques hollywoodiennes, tout en soignant avec élégance son imagerie très picturale rappelant beaucoup le cinéma de King Hu, Kenji Mizumi ou encore Seijun Suzuki. Dans sa façon de renouer un lien visuel entre le film de sabre japonais et chinois se mariant parfaitement à l'écran. D'une beauté sidérante, Tsuark met en image un enchaînement de combats tout aussi spectaculaires les uns que les autres, où la violence crue et hargneuse renforcée par un montage quasi parfait grâce aux plans qui se succèdent, amène une cohérence qui sonne comme une évidence de la part du cinéaste. Ce que j'ai remarqué, c'est que le film dispose d'une imagerie tellement forte que Tsuark aurait fait un film muet, ça aurait marché de la même façon. Pourquoi? Parce que The Blade dispose d'une puissance évocatrice et d'une maîtrise visuelle que t'as pas besoin de dialogue pour comprendre l'histoire. C'est ça le cinéma, hein. C'est deux plans qui se concordent de la bonne façon. Après, voilà. D'ailleurs, en parlant de cinéma muet, petite anecdote. Pour montrer à quel point ce film se voulait un peu révolutionnaire, Tsuark avait écrit un scénario sans dialogue. Alors vous me direz, ça a déjà été fait plein de fois, par exemple, à l'époque du cinéma muet, par exemple. Oui, sauf que là, les personnages devaient parler, mais ils n'avaient pas écrit les dialogues pour essayer de créer une espèce de spontanéité. Il y avait juste des indications, tu dois être surpris, tu dois être en colère, etc., etc. Pour la petite histoire, cette idée fut abandonnée par la suite, ils ont quand même dû écrire des dialogues pour certains passages du film en tout cas, mais ça prouve bien l'idée qu'avait Tsuark, c'est-à-dire de faire un film qui était fou et hors norme et totalement au-delà des conventions. Malheureusement étant pour moi son œuvre ultime, The Blade fut un gros bide en salle à sa sortie. Bide auquel le cinéaste n'arrivera jamais vraiment à s'en remettre. Pourtant, le film incarne l'expression la plus pure de son auteur, celui d'un cinéma vérité. Idée dont l'approche aussi bien stylistique que narrative imprégnant tout le long du métrage, amenant à cette dimension de chaos organisé, où chaque mouvement de caméra, chaque plan, chaque détail détourne à une instabilité purement sensitive. Le réalisateur utilise la caméra et l'image pour concevoir le cinéma et traduire le chaos du monde dont l'être humain en est l'épicentre du langage cinématographique. Une fresque brutale où Tsuark nous présente une Chine barbare dépeint comme un monde bestial, rugueux et surtout injuste où la notion de bien et de mal est floue car le sabreur manchot ne se bat plus par héroïsme ni foi, mais dans une volonté de questionner son identité. Car si The Blade est un remake du film Un seul bras les tue à tous de Shang-Chi en respectant la trame principale, Tsuark n'hésite pas à prendre certaines idées des autres volets de la saga originale, en particulier le troisième épisode La Rage du Tigre, comme le moment où Dingon, après qu'il ait perdu son bras, se réfugie chez une femme et se met à travailler dans un restaurant malgré les humiliations répétitives des clients, rappelant beaucoup la deuxième partie de La Rage du Tigre, le réalisateur s'inspirant de la trilogie originale pour créer une hybridation tout en restant cohérent dans sa vision de l'histoire.
Dans l'ordre du genre, on n'a jamais vu un Wuxapian avec une mise en scène aussi sensitive et viscérale où le but est de montrer le plus possible les mouvements des chorégraphies, mais surtout de les faire ressentir aux spectateurs grâce au pouvoir de la lame et de l'épée, déchaînant instinctivement un sentiment de colère et de mort permanente. Une hystérie où Tsuyark propose une mise en scène des combats qui rompent ici avec les règles de base du film de sabre pour nous envoyer à la gueule un chaos permanent pourtant vecteur de sens. Que ce soit l'attaque du moine, la scène où Fei Long tue le père de Dingon ou encore le combat final, tout est montré avec une rage et une cruauté rarement vues à l'écran. Cependant, le réalisateur n'en oublie pas pour autant d'aller dans l'émotion. Entre la relation intime qu'a Xiuling, la fille du maître avec Dingon et Tête d'Acier, présentant le corps masculin comme objet de désir, il suffit de voir la scène où Tête d'Acier couche avec une prostituée pour éveiller la jalousie de Xiuling, qui croyait Dingon mort et pensait perdre ensuite son autre amour, se détournant des codes traditionnels en se dirigeant vers la négation du code d'honneur, là où le protagoniste est d'habitude présenté comme respectant la femme aimée, quitte à se sacrifier pour elle. D'une cohérence absolue dans son désir de capter l'incohérence du monde, Tsuyark réussit à capter l'intime par un existentialisme teinté de désespoir, chamboulant tout un pan du cinéma hongkongais. Gloire à notre maître, pourfendeur des brigands qui nous oppriment et nous torturent. Gloire à notre héros. Notre héros de la montagne n'a qu'un bras, mais c'est le bras vengeur de la justice. Son sabre tranchera la gorge de tous ces bandits qui nous volent nos récoltes et notre bétail. Gloire à notre maître. Poussez-vous. Vénérons ce grand sauveur grâce à qui nous pourrons enfin retrouver la paix. Gloire à notre maître. Je vous vénère. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. The Blade est un monument de fureur résultant toute la colère d'un cinéaste en proie à toujours repousser plus loin les limites cinématographiques, à la fois philosophique et purement sensoriel. Le film triture nos instincts à travers une mise en image vecteur de sens et un découpage des plans quasi parfait, transportant toute une véracité de la culture chinoise, d'une beauté et d'une puissance émotionnelle hallucinante dont l'intelligence et la complexité de la réalisation de Tsuyark naissent d'un renversement proprement total du rapport aux images à travers le spectateur. Et si The Blade convoque malgré tout certaines influences, il n'en demeure pas moins en tout cas du genre qu'il investit purement révolutionnaire. Une œuvre fondamentale dans l'histoire du cinéma asiatique préfigurant une nouvelle ère dans le cinéma d'action hongkongais. The Blade est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc The Blade, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait, c'est le chef-d'œuvre ultime de Tsuyark. Donc si vous aimez le cinéma d'action hongkongais, c'est un indispensable. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.